nous a demandé donc de faire une petite synthèse sur l'impact de l'alimentation sur l'environnement. Alors, le CRIT, donc comme je le disais, on a pour objectif d'accompagner les entreprises justement vers une durabilité de leur activité, mais une durabilité au sens large, hein, une durabilité économique, une durabilité environnementale, une durabilité par rapport à leurs clients, la qualité des produits, etc. Bon, ça c'est le fondement de notre activité, hein. Notre mission, c'est une expertise de proximité, puisque on a 400 jours de visite dans les entreprises, on accompagne 500 à peu près structures agroalimentaires chaque année dans la région. Donc on a une très forte proximité avec les entreprises et une bonne connaissance de leurs besoins. Donc ça, je passe rapidement. Reconnu du niveau régional au niveau européen, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. On a une présence au niveau national, notamment les experts du CRIT sont experts au niveau national, voire au niveau européen, dans leur domaine. L'agroalimentaire en région, très rapidement, c'est 1200 entreprises à peu près, 32 000 emplois. C'est un secteur industriel fort et qui pèse dans l'économie régionale, et qui pèse d'autant plus qu'il a l'avantage par rapport à d'autres secteurs industriels de très bien mailler le territoire, c'est-à-dire qu'on trouve des entreprises agroalimentaires dans tous les départements, y compris au fin fond des Hautes-Alpes, dans l'est de la région. Donc la structure de l'activité du CRIT, hein, comme je le disais tout à l'heure, intervention sur des expertises que vous retrouvez là, 4 grands domaines. La performance industrielle, donc là c'est l'accompagnement des entreprises sur l'optimisation de leur organisation, l'organisation des ateliers et sur l'optimisation des outils de production de ces ateliers. Qualité des produits, donc on a différents sous-parties avec sécurité des aliments. La base en agroalimentaire, c'est déjà de ne pas intoxiquer son consommateur et son client. La qualité nutritionnelle, qui est un élément important, une attente forte du consommateur. C'est un enjeu, là on va parler de l'environnement, mais c'est un enjeu fort aussi au niveau des attentes des consommateurs. Et la transformation des produits bio sur cet aspect qualité, qui rejoint par ses caractéristiques certains éléments de l'environnement, comme on va le voir. R&D marketing, donc on intervient sur la partie innovation produit, et puis environnement, donc un grand volet environnement sur réduction des impacts de consommation énergétique, de consommation d'eau, de réduction ou valorisation des déchets, et puis au sens plus large, tout ce qui est développement durable et RSE. Voilà, donc ça ce sont tous nos adhérents, donc on a à peu près 200 adhérents, mais on travaille avec 4 à 500 entreprises chaque année. Voilà, donc rapidement brosser le portrait du CRIT, je pourrai répondre à des questions si vous voulez plus tout à l'heure. Et je passe la parole à Estelle sur la partie panorama général, alimentation, environnement. Merci. Si ça ne vous gêne pas, je vais me lever parce que j'y vois mieux sur le grand écran. Voilà, moi je suis Estelle Marin, je travaille au CRIT juste en face, on est voisins. Sur, comme vient de le dire Cyril, l'accompagnement des entreprises sur tout ce qui concerne la responsabilité sociétale. Donc trouver des outils pour aider les entreprises à se lancer dans ce type de démarche, sur tout ce qui est éco-conception d'emballage aussi, et puis sur des programmes européens, j'en toucherai 2 petits mots rapides tout à l'heure. Donc là, l'objectif, c'est pas de vous parler de ce qu'on fait au CRIT tout au long de l'année, parce qu'on fait beaucoup de choses très intéressantes, mais plutôt de vous faire un panorama général de ce qu'est aujourd'hui l'état des lieux de l'environnement et faire le lien avec l'alimentation. Donc voilà, je vais essayer d'être assez concise. Et puis Corinne, tu me timeras si jamais je dépasse le timing. Donc alors, vous avez un titre en haut, effectivement, le défi auquel on doit répondre aujourd'hui. Donc le défi est, est-ce qu'on peut aller vers une alimentation durable? Est-ce que c'est possible? Donc on va essayer d'y répondre. Vous aurez certainement votre idée chacun dans la salle. Alors on part de certains constats que vous avez énumérés sur la slide. Donc la population mondiale ne cesse de croître, je crois que tout le monde le sait. Elle est de plus en plus urbanisée. Donc vous avez un petit schéma d'ailleurs en haut à droite qui vous montre effectivement l'état de la population mondiale en 2015 et puis ce que ça sera en 2050. Donc on va être 2 milliards de plus d'ici quelques dizaines d'années. Donc ça veut dire que toutes ces personnes-là, il va falloir aussi les nourrir, et si on arrive à les nourrir de façon plus responsable, ça ne sera que mieux. Donc voilà, les pratiques alimentaires évoluent aussi, comme vous le savez, de plus en plus. On a davantage de produits transformés, beaucoup plus de repas hors domicile, tout le monde le sait, hein. Aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Des produits animaux, des graisses et des sucres. Vous avez dessous un petit schéma aussi de aujourd'hui, si on fait une analyse de cycle de vie, je vous en toucherai 2 mots après.
sans rentrer dans les détails, des produits alimentaires. Vous voyez sur le petit schéma qu'aujourd'hui, ça représente autant d'impact carbone sur les gaz à effet de serre que nos transports, nos logements. Donc ça veut dire que c'est assez important et qu'on va être tous acteurs pour pouvoir essayer de réduire ces impacts-là. Voilà, sur cette slide-là. Donc effectivement, il va falloir répondre. Pour répondre à ce défi, on va devoir répondre aux attentes suivantes. Donc beaucoup d'enjeux dans le futur. Donc il ne faut pas oublier que quand on s'alimente, on doit prendre du plaisir tout d'abord. On doit respecter les traditions. Bon, ça, je crois que c'est toujours d'actualité. On doit répondre à des besoins nutritionnels de la population qui est de plus en plus importante. À des conditions socio-économiques qui soient acceptables pour tous, évidemment, et tout ça en limitant les impacts environnementaux à chacune des étapes des filières, tout en préservant les ressources naturelles. Alors vous avez un petit schéma aussi qui vous montre que pour répondre à ces attentes, il va falloir mobiliser un certain nombre d'acteurs. Donc vous avez ce petit schéma qui montre le nombre d'emplois et d'activités qui sont liés à l'alimentation en France. Alors, date, on va dire que c'est dans ces années-là, pas forcément 2018, mais vous voyez que ça représente à peu près 10% en fait, des emplois qui sont liés à l'alimentation. Donc, ça veut dire qu'on va avoir au niveau de tous les acteurs, que ce soit les agriculteurs, les transformateurs, la grande distribution et les artisans, puis même les consommateurs aussi, on va tous avoir un rôle à jouer pour répondre à ces enjeux. Donc, quels sont les leviers pour y répondre? Très brièvement, j'en ai mis quelques-uns, il y en aurait bien d'autres. Donc, s'engager dans une démarche de progrès environnemental. On va voir comment on peut commencer à réfléchir à ces sujets-là. Comprendre ses propres impacts. Et puis, identifier ses leviers, mais aussi ceux de ses interlocuteurs. Donc, on va être dans une dynamique, on ne réfléchit pas que dans son coin, mais on réfléchit aussi de manière globale et avec les parties prenantes qui nous entourent. Donc effectivement, l'alimentation durable, c'est une voie d'avenir. Alors voilà, un schéma qui est, je ne vais pas décrire dans le détail, mais qui explique aujourd'hui comment se poser les questions de l'empreinte environnementale. Donc on peut voir quelques exemples des impacts des enjeux les plus impactants par secteur. Donc si on part de la production agricole, au niveau des productions végétales, les enjeux les plus impactants vont porter sur tout ce qui est utilisation d'engrais, de produits phytosanitaires. Au niveau des travaux agricoles, évidemment, utilisation des équipements. Au niveau des serres, au niveau des stockages et de la conservation des produits. Et puis au niveau des pertes et gaspillages qu'on va retrouver à tous les niveaux de la chaîne. Vous allez le voir, évidemment, et je pense que c'est un sujet qui est aujourd'hui, qui doit nous mobiliser de plus en plus. Bon, pour les productions animales, vous avez effectivement l'alimentation animale à proprement dite, la digestion des ruminants, les effluents aussi, qui sont un gros poste sur lesquels on peut agir, les bâtiments, la santé aussi des animaux, les pertes et gaspillages qu'on retrouve. On n'oublie pas la transformation alimentaire, où là, on va pouvoir agir au niveau de l'approvisionnement, évidemment, au niveau de la conservation, au niveau du lavage, au niveau des process eux-mêmes de transformation, au niveau des emballages, donc on en reparlera un tout petit peu après, puis au niveau des gaspillages aussi dans les usines de production. Au niveau des commerces, pareil, on va jouer sur les approvisionnements, sur la réfrigération, qui est aussi un poste important, sur lequel on peut réduire les impacts, les gaspillages évidemment aussi. Le transport, ce sont les modes de transport eux-mêmes, donc vous imaginez bien ce qu'il y a derrière. Optimisation de la logistique et de la conservation. Il y a encore du travail, je pense, sur ce champ-là. Il ne faut pas oublier le consommateur que nous sommes tous. Donc au niveau de la consommation au domicile, on va le revoir tout à l'heure, on a des pratiques aussi qui vont pouvoir évoluer, qui vont pouvoir permettre de réduire cette empreinte environnementale. On le verra un petit peu après. Le transport, on parlait de circuits courts, donc on est complètement dedans. La préparation aussi de notre alimentation, et puis les déchets et les gaspillages aussi qui vont jouer. Et puis la restauration aussi, évidemment, sur lesquels on peut agir. Alors, donc, pour évaluer cette empreinte environnementale, donc, de façon synthétique et assez simplifiée, on va parler d'analyse de cycle de vie pour pouvoir évaluer ces impacts-là. Donc, je vous ai mis LCA pour le terme anglais, pour ceux pour qui ça parle.
c'est la même chose. Donc en fait, qu'est-ce qu'une analyse de cycle de vie? D'abord, il faut définir un cycle de vie. Le cycle de vie, vous avez un petit schéma en fait qui vous résume ce que c'est. Donc ça va pouvoir partir sur le schéma en bas à droite. On part de l'extraction des matières premières. On va transporter ces matières, on va les fabriquer, on va retransporter, on va les conditionner, donc il va y avoir du packaging, les distribuer, il y aura de nouveau du transport, et puis ensuite on va les consommer, et puis encore du transport pour aller essayer de développer des filières pour les déchets. Donc voilà, c'est ça en fait qu'on appelle le cycle de vie d'un produit alimentaire. Donc ça résume bien. Je vous ai mis en bas à gauche en fait ce que représente une analyse de cycle de vie. Donc vous avez entendu parler de bilan carbone, donc où là on va évaluer l'impact carbone uniquement d'un produit. Donc ça c'est le petit schéma qui est en bas à gauche, le premier. Donc vous voyez qu'en fait on va étudier plusieurs étapes du cycle de vie, mais un seul critère, puisqu'on parle seulement du critère carbone. Alors qu'une analyse de cycle de vie que vous voyez à droite, on va aller regarder toutes les étapes du cycle de vie et puis on va regarder plusieurs impacts environnementaux, non pas seulement l'impact carbone. Donc vous imaginez bien que c'est une analyse qui est une étude qui est beaucoup plus importante et qui est assez longue à mener. Pour vous donner... Oui, Cyril, vas-y. Voilà, vous aviez sur le schéma les petits pictos qui indiquaient pour chaque l'agroalimentaire, voilà, c'est revenu sur la partie agroalimentaire, sur la partie production, quels sont les impacts principaux sur l'eau, sur le sol, sur l'air, etc. Donc il faut faire l'analyse, comme le disait Estelle, sur chacun de ces éléments et sur l'ensemble du cycle de production. Alors là, effectivement, vous avez seulement quelques impacts qui sont cités, mais en analyse de cycle de vie pure et dure, on en a beaucoup plus. Donc après, c'est au choix de l'industriel de décider quels sont les impacts sur lesquels moi je peux agir, parce qu'on ne peut pas partir sur tous les champs, c'est très complexe. Voilà, donc qu'est-ce que l'analyse de cycle de vie? C'est un outil d'évaluation des impacts environnementaux, vous l'aurez compris, d'un système qui inclut l'ensemble des activités liées à un produit. Voilà, donc c'est normé par des normes internationales. Donc, bon, c'est pas la peine que je le décrive, mais vous avez un exemple ici. Et puis, pour faire une analyse du cycle de vie, il y a 4 phases importantes que sont, en premier lieu, la définition des objectifs et du champ de l'étude. Donc ça, c'est très important. Ensuite, et pas des moindres, on va faire l'inventaire des données, en fait, qui est un très très gros travail. Ensuite, on va évaluer les impacts environnementaux. Ça se fait généralement par un logiciel. Donc, on passe en général par des cabinets spécialisés. Bon, nous-mêmes, on s'est doté d'un logiciel qui est le plus utilisé en agroalimentaire et qui est très complexe à utiliser puisqu'on va rentrer un certain nombre de données à l'intérieur. Et puis qui nous permet d'interpréter les résultats et de pouvoir dire sur quoi on va pouvoir jouer. Voilà, alors quelques exemples très rapidement, j'en ai juste cité 2. Là, vous avez à gauche l'exemple de comparaison de 3 menus. Alors, c'est sur simplement l'émission de gaz à effet de serre, donc on n'est pas sur de l'ACV, mais plutôt sur de l'impact carbone. Mais vous voyez qu'effectivement, en fonction du menu qu'on va manger ou qu'on va proposer aux consommateurs, l'impact n'est pas du tout le même. Donc, c'est-à-dire qu'on peut diminuer de 20% l'impact carbone en changeant nos habitudes alimentaires. Donc là, sur le premier, on est sur de la salade, tomates de saison, steak frites, panna cotta. Sur le deuxième, on est salade niçoise, curry au poulet avec riz et glace à la vanille. Et sur le dernier, qui est le moins impactant, salade verte avec sauce, lasagne végétarienne et tarte tatin. Voilà. Donc vous voyez, c'est juste pour vous donner un petit exemple de ce qu'il est possible de faire dans le futur pour essayer de diminuer ces impacts-là. Un autre exemple que je donne souvent aux étudiants de l'ISEMA ici en cours pour leur montrer que lorsqu'on est industriel aussi, en simplement changeant quelques petites pratiques, on arrive aussi à économiser un certain nombre
d'impact, en tout cas de camions. Donc là, l'exemple que je donne, c'est sur des amandes en poudre. Bon, il y en a d'autres, hein, mais voilà, c'est un exemple sur lequel, si on enlève 40% d'une partie de l'emballage où on retrouve beaucoup d'air, ben, on va pouvoir économiser 40% de plastique, qui veut dire, en transport, un camion évité sur 3. Donc ça vous laisse imaginer le gain économique que ça peut engendrer derrière, et écologique, évidemment. Voilà, donc les leviers pour améliorer et optimiser cette performance environnementale, j'en ai cité quelques-uns. Alors sans tous les citer, on va peut-être parler des pratiques agricoles, Cyril en touchera 2 mots après, sur le bio, on fera le lien. Vous voyez là un petit schéma en bas à gauche de ce sur quoi on peut jouer en pratique agricole, donc améliorer la fertilisation par exemple, limiter l'usage des pesticides évidemment, réduire les consommations d'eau, préserver les sols, introduire des légumineuses. Alors là, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je ne suis pas spécialiste du sujet, mais effectivement, ça peut être des pratiques nouvelles à développer, favoriser la biodiversité, évidemment. Donc ça, c'était un petit exemple. Travailler sur les procédés de fabrication et la logistique, évidemment, ça paraît anodin, mais ce n'est pas toujours facile à réaliser aussi au quotidien. Les emballages, viser le juste nécessaire, c'est l'exemple que je viens juste de vous donner, où effectivement, on peut optimiser la quantité d'emballage pour ensuite économiser du transport. Bien évidemment, limiter le gaspillage. Donc, vous avez un petit schéma en haut à droite qui vous montre le poids des pertes et du gaspillage en 2016, donc une étude de l'ADEME qui montre à peu près que ces pertes sont évaluées aujourd'hui à 10 millions de tonnes par an pour la France. Donc c'est quand même assez important. Donc quand on a dit ça, effectivement, je crois que ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc on va pouvoir ensuite agir. Orienter la demande consommateur, là on est tous acteurs, je pense. Ne serait-ce que voilà, le petit exemple du petit schéma en bas à droite qui montre que lorsqu'on consomme des tomates qui ne sont pas de saison, on va consommer 4 fois plus d'eau et 10 fois plus d'énergie. Donc voilà, il suffit aussi de se poser la question et de se dire est-ce que véritablement j'ai besoin de manger une tomate qui n'est pas de saison au moment où j'en ai envie. Voilà, et à chacun de se poser la question avec ces éléments-là et d'en faire ses conclusions. Voilà, je passe la parole à Cyril qui va faire le lien avec l'agriculture biologique aussi, qui est un des leviers aussi importants. Alors je prends le relais effectivement parce que je n'interviens pas en tant que directeur du CRIT directement, mais en tant que conseiller du CRIT, puisque c'est moi qui accompagne les entreprises sur la transformation des produits bio. Et j'interviens aussi au niveau national, au niveau de la coordination d'un réseau mixte d'experts, de chercheurs, de formateurs, etc. sur la transformation des produits bio. Donc là, je me suis basé sur un document que je vous montrerai à la fin, mais qui tombait bien. C'est un gros document qui a été édité par l'INRA et l'ITAB. L'ITAB, c'est l'Institut technique de l'agriculture biologique, l'an dernier, qui a été rédigé par donc, une personne de l'INRA de Clermont et une personne de l'ITAB. Cocorico, c'est une Vauclusienne, Natacha Sotro, qui a été la rédactrice de ce document sur les externalités de l'agriculture biologique. Et dans ces externalités, alors les externalités, c'est quoi? C'est les impacts d'une pratique sur les différents compartiments, ça peut être l'environnement, ça peut être la santé, ça peut être l'économie, le social, etc. Donc j'ai extrait de ce document des éléments chiffrés qui étaient présentés. Alors, pourquoi est-ce que le bio est intéressant? Parce que c'est un mode de production qui s'affranchit d'utilisation des engrais chimiques, des pesticides, qui privilégie les pratiques culturales basées sur la biodiversité, etc. Comme l'a dit Estelle tout à l'heure, par exemple, sur les engrais, la production d'engrais chimiques est un poste très coûteux d'un point de vue environnemental, au niveau des consommations énergétiques, des rejets dans l'atmosphère. En agriculture biologique, là, on tombe quasiment à zéro, puisque les engrais qui sont utilisés, ce sont des engrais organiques ou des pratiques culturales comme l'utilisation des légumineuses qu'on a vu qui permettent dans les rotations d'enrichir le sol en azote de façon plus naturelle. Voilà, donc ne serait-ce que sur la pollution de l'eau, on peut avoir des impacts très positifs et on a de plus en plus de zones de captage de villes où
de marques type Perrier que tout le monde connaît, qui sont convertis au bio pour justement améliorer la qualité de captage des eaux, soit des eaux de la ville, soit des eaux qui seront ensuite embouteillées. Donc à Vergès, hein, dans le Gard, la zone où le Perrier est capté a été converti à l'agriculture biologique pour permettre une moins grande pollution des nappes. Et donc, sur le volet eau, rien que sur le volet eau, hein, on ne parle pas de la partie GES, on ne parle pas de la partie biodiversité, etc. On évalue à 1,2 milliard d'euros les externalités positives de l'agriculture biologique. C'est-à-dire que ça permet d'économiser 1,2 milliard d'euros sur notamment les retraitements des eaux qui sont nécessaires dus aux contaminations et aux pollutions. Sur les sols, le bio permet une meilleure rétention de l'eau, une meilleure activité biologique des sols, plus grande teneur en matière organique et en carbone organique, ce qui permet donc des rendements meilleurs sans forcément s'appuyer sur une béquille chimique de fertilisants notamment. Au niveau des gaz à effet de serre, alors là c'est un peu particulier parce que donc la non-utilisation des engrais minéraux, je le disais, permet au bio d'être très en avance sur cet impact environnemental. Le problème, c'est après comment on fait les mesures, parce que à la surface, l'intérêt du bio est indéniable. Après, quand on le ramène au kilo de produits fabriqués au niveau de l'exploitation agricole, là, le bio est toujours plus favorable que l'agriculture conventionnelle, mais de façon moins nette, parce que les rendements sont plus faibles. Donc forcément, le ratio fait que l'impact environnemental est meilleur pour le bio, mais sans être aussi tranché qu'il peut l'être si on compte l'impact à la surface. Alors sur ce graphique, bon, c'est de façon très synthétique, hein, les impacts environnementaux du bio versus conventionnel. Donc vous avez en vert la moyenne de l'impact évalué. Donc ça c'était une publication de Fleury et al. En 2011. Donc ces impacts, là le premier par exemple, c'est impact sur le sol. Donc on voit qu'on est dans le vert sur le plus. Sur la structure des sols par exemple, on est plus neutre. Alors est-ce que il y a un pointeur là-dessus? Là, la structure des sols, vous voyez par exemple que bon, le bio a un impact neutre, pas forcément positif. Par contre, sur la structure des sols, sur les sols globalement, et notamment grâce à la matière organique et surtout à l'activité biologique des sols, on est très, très positif. Il y a d'autres compartiments où le bio apporte un bénéfice substantiel sur les écosystèmes, diversité floristique, animale, les habitats. Par contre, on est neutre sur la partie diversité animale, diversité des habitats et paysages. Pardon, c'était ceux du dessus. J'étais sur écosystème global. Diversité des habitats, on est neutre. Et paysage, on est assez neutre. Voilà. Donc, au global, ça, c'est peut-être des documents que vous transmettrez, donc qui pourront être vus de façon plus détaillée, de façon synthétique. Au niveau des impacts, on a des impacts favorables sur la qualité des sols, à la fois sur la structure, mais aussi sur la microbiologie des sols, sur la qualité des eaux, on l'a vu, sur les écosystèmes et la biodiversité. Bon, la non-utilisation de pesticides fait qu'on a de la biodiversité préservée sur les exploitations agricoles. Mais en plus, au niveau de la biodiversité, il faut aussi compter la biodiversité cultivée, avec en bio des choix faits par les agriculteurs qui vont vers plus de variétés et une diversité de variétés utilisées, et notamment des variétés anciennes ou des variétés peu exploitées par ailleurs, qui permet de préserver cette diversité d'espèces cultivées. La qualité de l'air aussi, on en a parlé, consommation énergétique, nutriments et d'eau. Bon. Voilà les deux documents sur lesquels je me suis basé pour cette synthèse. Donc je vous conseille notamment celui de l'ITAB dont je parlais tout à l'heure, quantifier et chiffrer économiquement les externalités de l'agriculture biologique, parce que c'est vrai que dans le prix, alors beaucoup de personnes disent le bio c'est cher. Oui, c'est cher, le prix sur le produit est plus cher que le produit conventionnel. Mais si on intègre dans le produit conventionnel les 1,2 milliard sur les impacts hauts, les quelques milliards, etc., le prix du produit conventionnel va passer au-dessus du produit bio, parce qu'on n'intègre pas dans les produits conventionnels ces externalités positives ou négatives selon comment on se place. Alors tout n'est pas rose forcément, hein, on l'a vu, les impacts du bio peuvent être peu signifiant sur un certain nombre de compartiments environnementaux. Donc il y a encore aussi des progrès à faire au niveau de l'agriculture biologique, sur les pratiques culturales, sur les méthodes de production. Voilà.
Juste pour conclure, effectivement, donc comme je disais tout à l'heure, nous sommes tous acteurs du changement. Donc là, voilà, on a mis deux petites images avec, qui représentent le fait que voilà, on peut changer nos habitudes alimentaires. Et puis sur la droite, un industriel qui a innové avec des légumineuses. Tout à l'heure, j'en parlais. Voilà, avec des nouveaux produits comme des steaks de lentilles vertes, ce genre de choses dont on n'a pas trop l'habitude aujourd'hui d'incorporer dans notre alimentation, mais qui vont se développer dans le futur. Voilà, ce sont des innovations qui permettent de changer et qui vont peut-être permettre très certainement de réduire nos impacts environnementaux.